2009, c'est une année de bouleversement culturel. On assiste au premier mois de présidence de Barack Obama, premier président noir des États-Unis. James Cameron redéfinit le cinéma avec Avatar et sa 3D révolutionnaire. La politique mondiale bat son plein avec le sommet de Copenhague sur le climat et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Après plusieurs années d'attente, les Daft Punk décrochent enfin leur premier Grammys. Twitter et Facebook connaissent une explosion de popularité, propulsant les réseaux sociaux au cœur de la vie quotidienne. Mais si on est là aujourd'hui, c'est surtout pour parler de musique. Et comment ne pas commencer l'année 2009 sans parler du plus grand artiste de tous les temps, selon moi, Michael Jackson. « 2009, c'est l'année où Michael Jackson a décidé de remettre les gants dans tous les sens du terme, excusez-moi, pour revenir sur scène. Après des années de silence et de scandale, il annonce en mars This Is It, une série de concerts à Londres. C'est ma dernière tournée qu'il dit, enfin, c'est ma dernière tournée, il parlait comme ça. Donc ça veut dire que tout le monde s'est rué sur les billets, c'était vraiment le truc en mode ah, tout le monde n'a pas crié comme ça je pense, mais tout le monde était comme des dingues de savoir que Michael Jackson allait repartir pour une tournée. En quelques heures, en quelques minutes, toutes les dates sont sold out. C'est tellement énorme qu'ils se sont dit, est-ce qu'on rajouterait pas une demi-douzaine de dates carrément? Parce que c'est Michael quoi, ça passe. La hype est immense, tout le monde se voit déjà moonwalker dans les gradins, enfin c'est un truc de ouf. Mais voilà, parce qu'on ne verra jamais ce spectacle malheureusement. Le 25 juin, coup de massue énorme, Michael Jackson est retrouvé mort dans une villa à Los Angeles. C'était une overdose de médicaments. Une histoire sombre avec son médecin personnel. Sur le moment, c'est presque irréel. Comment ça, Michael Jackson mort? C'est parti pour un tsunami médiatique. Des chaînes d'infos en boucle sur l'annonce avec Thriller ou Billie Jean pour conclure les sujets. Des fans en larmes devant Neverland. Pendant quelques jours, il n'y avait qu'un sujet. C'était Michael. 2009, j'avais 11 ans. Je me rappelle, c'était mais grave marquant. L'impact, j'avais jamais vu ça pour un artiste musical, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun autre sujet de société tout autour. Il pouvait y avoir des guerres, je sais pas ce qui se passait, une crise ou je sais pas quoi. Toutes les chaînes d'infos, pendant toute la journée, c'était des clips de Michael Jackson, des moments de Michael Jackson. C'était incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et forcément, quand une légende disparaît, la machine culturelle s'emballe. Ces albums, direct de retour en haut des charts, comme si on venait juste de découvrir l'artiste quoi. Thriller? Ah ouais, non, je connais pas. C'est l'album le plus vendu de tous les temps? Ah ouais, fascinant, d'accord, ok. Dans les rues, c'est des flash mobs sur Beat It, des graphes de lui avec son chapeau et ses mocassins. Bref, Michael Jackson partout, tout le temps. Le pic arrive en octobre avec la sortie de This Is It, le film. Donc il n'y a jamais eu de tournée, et en gros This Is It, c'est un peu une sorte de reportage documentaire sur comment il préparait la tournée. On y voit Michael qui bosse mais comme un dingue, qui corrige tout, chaque pas, chaque mouvement, chaque effet pyrotechnique. Le mec est carré dans l'axe sur tout. En vrai, c'était encore plus frustrant de regarder ça parce que ça donnait vraiment envie de voir chaud parce que ça avait l'air d'être incroyable. Et bien sûr, avec le film, il y a l'album, une compile de classiques avec un inédit au titre éponyme This Is It. Sympa, mais pas de quoi de bouleverser le monde de la musique quoi. Après, est-ce qu'il a cartonné? Bah bien sûr, il est mort, donc oui, l'album a cartonné, ça c'est sûr. Et pour couronner le tout, on a eu à la recherche du nouveau Michael Jackson sur W9. Ah oui, on a eu ça, c'est un télécrochet. Hein. Le principe, c'est tout simple, c'est des candidats qui se prennent pour le King of Pop en enchaînant les reprises et les pas de danse, en mode un peu dégueulasse. Alors vous en doutez, on n'a jamais trouvé le remplaçant dans cette émission. Mais on s'est bien fendu la gueule, c'était très drôle à voir. En résumé, 2009, c'était l'année où on s'est rappelé que Michael Jackson, c'était pas une star, c'était la star. Et même dans la mort, ce qui a trop à dire, le gars a réussi à voler la vedette de tous les artistes encore vivants. Parce que bon, qui d'autre, à part Michael Jackson, aurait pu transformer ses répétitions et juste sa préparation pour une tournée en film qui allait cartonner dans le monde entier? Qui ça? Kinvey? Je pense pas. Kinvey, non, je pense pas. Ah, je suis un ouf, moi. Je suis en train de me rendre compte que niveau écriture, j'étais un peu con parce que c'est la première fois dans une vidéo que je parle de la mort de quelqu'un au tout début de la vidéo. On commence par la mort de quelqu'un. Pas très con, c'est pas très fun, mais bon, c'est important aussi. Pour moi, j'étais obligé d'en parler. Hein. Et comme disait un grand sage, après la mort, il y a la vie, je crois. Peut-être l'inverse, je sais plus. Mais autant aller voir les personnes qui sont vivantes et ce qu'elles ont fait en 2009 et voir ce qui s'est passé dans l'univers de la musique. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier pour tous vos messages, tous les commentaires, tous les likes, tous les abonnements et tout. Merci énormément, j'ai vu vos commentaires et on va tester pour aujourd'hui un nouveau style de vidéo dans le sens où on va pas faire tout d'un seul coup. On va pas faire 1h30, 1h40 parce qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu trop long. Je sais pas. On essaye pour une fois. On va le couper en deux, donc on va faire sûrement 40-50 minutes de vidéo et la deuxième partie sera aussi 40-50 minutes de vidéo. Sachant que la deuxième partie sortira très prochainement, donc il n'y aura pas vraiment un gros trou entre les deux vidéos. Mais on teste. Ça se trouve, ça va pas vous plaire. Vous allez me dire, bah non, mais on aimait bien les formats de 1h, 1h30 et tout. Et ben on repartira sur ça. Je lis vos messages. Mais en tout cas, on essaye pour une fois. Coupé en deux, pourquoi pas. Et on n'a qu'une vie dans la team. Et aussi, je le dis jamais, j'y pense pas, mais en vrai, c'est cool pour moi aussi. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Je crois qu'on est 70% à regarder les vidéos, à pas être abonné. Donc ça dure 2 secondes. Allez-y, là, appuyez sur vous abonner. J'attends, hein, vous inquiétez pas. Hein. La vidéo est quand même longue. Hein, donc merci énormément de vous être abonnés, vous êtes des amours. On commence la vidéo!
À la fin des années 2000, la pop américaine se trouve dans une période à la fois, je sais pas, excitante et un peu coincée. Quand on regarde la fin des années 90, la pop a explosé avec des stars comme Britney, NSYNC ou Christina Aguilera. Mais en 2000, les choses commencent à standardiser un peu. Par exemple, il y a des artistes comme Beyoncé, Justin Timberlake ou Usher qui dominent les charts, mais leur musique suit souvent la même formule. Après, ça nous dérange pas, hein, mais ça se ressemble un petit peu beaucoup. On est avec des mélodies accrocheuses, hein, des rythmes dance, mais tout semble un peu prévisible quoi. En parallèle, le hip-hop commence à s'immiscer davantage dans la pop, avec des collaborations de plus en plus fréquentes entre rappeurs et pop stars. Mais au final, la pop de cette époque, bien qu'encore populaire, je sais pas, ça sent parfois elle est un peu figée, trop lisse. T'as l'impression les artistes ils veulent jouer la carte de la perfection et de l'accessibilité, mais ils prennent pas de risques quoi. Tu vois par exemple, les chanteuses pop, elles se ressemblent souvent tellement qu'on finit par avoir du mal à distinguer les unes des autres. Dans cette période-là, la musique manque d'un vrai renouveau, que ce soit musical ou visuel. Mais c'est là, sinon j'aurais pas fait toute cette intro, que débarque en 2009 quelqu'un qui va arriver avec une direction artistique, un style exceptionnel et qu'on n'avait pas vu avant et qui va choquer tout le monde, Lady Gaga. Parce que pour moi, si l'année 2009 est aussi marquante, c'est grâce surtout à elle. Mais avant de devenir l'icône mondiale que l'on connaît aujourd'hui, Lady Gaga, ou plutôt Stefani Johanna Angelina Germanotta, c'est italien. Parce que s'il y en a un qui est en train de regarder la vidéo qui se dit « C'est pas breton ça ?» Ah non, t'es con, c'est italien je pense, surtout. Oui, pardon, excusez-moi. Donc comme je disais, avant de devenir une icône mondiale, elle a fait un long chemin. Née à New York en 1986 dans une famille italo-américaine plutôt aisée, elle découvre la musique très jeune. Quand je dis très jeune, c'est qu'elle commence à jouer du piano à l'âge de 4 ans. Et elle prendra des cours de chant avec le coach vocal de Christina Aguilera. Pour commencer dans la vie et s'entraîner, c'est pas mal. Elle avouera que ses plus grandes sources d'inspiration, c'était David Bowie, Madonna, Prince ou encore Britney Spears. Et ce qui est vraiment dingue avec ça, c'est que quand elle donne les sources d'inspiration, tu mélanges tout, tu fais le cocktail, tu le sers, on dirait que c'est Lady Gaga. C'est un peu inspiré de tout, de David Bowie, de Madonna, de Britney Spears côté pop. Il y a vraiment un truc où tu mélanges tout ça, on dirait vraiment Lady Gaga. En grandissant, sa période scolaire ne se passe pas vraiment comme prévu puisqu'elle vivra un vrai harcèlement. En gros, il y a les élèves de sa classe qui se moquaient d'elle parce qu'elle était moche, qu'elle avait un gros nez, des grandes oreilles et tout. Ah, putain, et si toutes les moches étaient comme ça, hein, ouais. Et ça va vraiment pas aider la jeune Loute à avoir une adolescence stable, puisqu'en fait, elle totalement perd confiance en elle. Et ça va être très compliqué pour elle lors des auditions, prestations dans son école de théâtre. Mais en vrai, elle se rend vite compte que ce n'est pas dans les salles de concert classiques qu'elle se sentira à sa place. Et l'harcèlement va continuer après le lycée, puisque un groupe de personnes de sa classe, ou je sais pas quoi, à l'époque, va créer un groupe Facebook déjà. Oh, groupe Facebook, on est en 2009. Ils ont le droit. Ah non, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont créé un groupe qui s'intitule « Stéphanie, tu ne réussiras jamais ». Ah, faut jouer au loto parce que vous êtes très bon niveau Nostradamus, on a affaire au plus grand là hein. Mais Stéphanie continue de s'accrocher et plonge dans la scène underground de Manhattan. Elle commence à se produire dans des clubs avec son groupe SG Band, qui veut dire Stéphanie Germanotta Band quoi. Mais aussi, elle travaille dans des bars en tant que serveuse pour arrondir ses fins de mois. Et c'est en 2005 qu'elle va rencontrer Rob Fusari, un producteur de musique qui va la prendre sous son aile pour l'aider à se développer en solo. Il va l'aider à se réinventer et même lui conseiller de changer de style de musique parce que en fait, elle faisait de base de la pop rock. Mais malheureusement, c'était plus la pop dance qui était le style à produire pour devenir une star. Et quand il voit Stéphanie, le producteur, il trouve qu'il y a un côté très Freddie Mercury. C'est pour ça qu'en fait, le surnom vient de là. C'est Gaga, en gros. Ça vient du son téléphone Gaga de Queen. Et c'est le surnom qu'il lui a donné, en gros, Gaga. Pour lui, c'était relié. How did you choose that name? The Queen song, Radio Gaga. Et il y a tellement une alchimie entre les deux que, les deux, au bout d'un moment, ils vont sortir ensemble, ils vont les bisous, quoi. Ah, c'est beau l'amour. Si seulement ça pouvait m'arriver, moi aussi. Plus tard, elle va signer un contrat chez Def Jam Records, label qui avait signé, à la même période, je sais pas si vous vous en rappelez dans la vidéo, en 2007, une certaine Rihanna. Elle va recevoir une avance de plus de 800 000 $ pour produire son premier album. Tout se passe pour le mieux. La création des sons avance super bien. Mais il y a un problème. Depuis sa signature, elle n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec quelqu'un du label. Comme si son projet n'était pas important pour eux et qu'ils misaient mais pas du tout sur elle. C'est quelques mois après la signature que Def Jam va finalement arrêter de bosser avec elle. Et ça va la détruire psychologiquement. Ça va la tuer. Bon, elle va être au fond du seau. Et en plus, parce que sinon ça serait pas drôle, rupture avec Rob, son producteur. Finito, pipo. Merde. Où elle va commencer à partir en dépression, à vouloir arrêter la musique, à commencer à tomber dans la drogue et même à sortir tous les soirs pour oublier en fait ses malheurs. Ce qu'il ne faut pas faire la team. Ouh là là! Ah non, c'est pas la meilleure des techniques. Elle avouera des années plus tard qu'un producteur, elle veut pas dire le nom, elle n'a pas 36 000 et on arrive un petit peu à faire la corrélation avec... Mais j'ai pas envie de donner de nom, moi non plus, parce qu'on ne sait pas. A abusé d'elle, malheureusement, a profité d'elle quand elle était pas bien et tout. L'a séquestrée dans les studios, tout ça. Et l'a quittée, l'a jetée comme une merde apparemment, parce qu'elle ne faisait que vomir et était malade. Et on a appris quelques temps plus tard que finalement, c'est parce qu'elle était enceinte. On peut dire qu'on a affaire à une belle merde. Et donc, vous avez compris, elle a dû vivre toute seule
un avortement. Pas cool du tout. Donc sa jeunesse n'a pas été donc la plus belle que peut vivre une jeune femme. Elle est passée par des dépressions, des troubles alimentaires, syndrome post-traumatique et j'en passe. Et dans tous ces calvaires et ces malheurs, Gaga va commencer à travailler dans le monde de la nuit en tant que go-go danseuse. Elle va faire des shows, mettre toutes ses économies dedans parce qu'elle croit en son potentiel. Et c'est pas la seule à croire en son potentiel puisqu'en 2007, elle rencontre Red One, producteur chez Interscope, le label dans lequel elle signera. Et c'est à ce moment-là que tout change. Durant l'année 2008, elle va produire en une semaine Just Dance, Love Game et Poker Face. Et donc en général va finir de produire son tout premier album, The Fame, qui sortira en août 2008. Et là vous allez dire, mais si ça sort en août 2008, la vidéo, elle avait de la musique en 2009, pourquoi... Je vais vous expliquer, et je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Parce qu'il y a deux choses à prendre en compte, les gars Joe et les girls. C'est qu'en fait l'album ne pète pas dès les premières semaines, dès les premiers mois, en fait il met du temps à exploser. Et ce sera surtout sur l'année 2009 qu'on va le plus en parler. Et petit 2, en gros quand un album sortait, tous les singles ne sortaient pas d'un seul coup. Ils faisaient au compte-gouttes et ça sortait à la radio, premier single au bout d'un mois, deuxième single au bout de 3 mois, en gros c'était petit à petit. Et on se retrouvait quelquefois avec des sons qui sortaient mi-2008, quand l'album sortait, et des singles du même album qui sortaient mi-2009, genre un an après, si vraiment l'album était un carton. Et par exemple le son Hey sort le 10 juin 2009. Et Paparazzi sort au mois de juillet 2009. C'est-à-dire que même un an après, et un petit peu plus d'un an après, il y a encore des singles du même album qui sortent. Mais ce n'est pas juste la musique qui fait le buzz. C'est aussi tout l'univers visuel qui est créé autour d'elle. Dès ses premiers clips, elle choque, mais en même temps elle fascine avec son esthétique avant-gardiste. Avec des tenues vraiment décalées et une image volontairement provocante. Elle est aussi très surprenante par ses choix artistiques, parce qu'elle mélange ambiguïté, humour, et un certain goût, quelquefois pour l'absurde, tu te dis, ça n'a aucun sens ça. Mais pourquoi un tel succès? Pour moi, c'est sa capacité à se réinventer en tant qu'artiste. Ce qui est fascinant avec cette artiste, c'est qu'elle redéfinit complètement ce que c'est que la pop. Ce n'est pas juste de la musique pour danser, elle crée une pop engagée, qui touche à l'art, à la mode, à la politique, et qui invite à la réflexion. Lady Gaga transforme la pop en un espace d'expression et de liberté. Et en gros, elle devient plus qu'une star, elle devient une icône. Et pour continuer sur sa lancée, parce que l'année 2009 n'est pas finie pour elle, elle va sortir un EP qui s'appelle The Fame Monster, qui sortira en novembre 2009. Et déjà en 2009, on disait, bon, The Fame, c'est tube sur tube, ça va être très bien. Est-ce que l'autre, il va être bien aussi? Oui, c'est tube sur tube aussi. Parce que dans ce tout petit EP avec 6 ou 7 sons en plus de son album déjà en 2009, on a Bad Romance, Alejandro et Téléphone en featuring avec Beyoncé. Elle a su toucher un public énorme tout en apportant un style provoquant et choquant parce que honnêtement, quand j'étais jeune, je me rappelle de Bad Romance, le clip me faisait flipper quand même un peu. Et Paparazzi, la fin, quand en gros le mec le trompe et tout, qu'elle le tue, qu'elle l'empoisonne, je sais pas. Moi j'étais trauma par ces clips. Mais c'était stylé, hein. Moi je le regarde aujourd'hui, je trouve ça méga stylé. Mais c'était chelou à l'époque. Et je voulais faire une transition entre Lady Gaga et l'artiste d'après et je trouvais app. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, mais je suis con moi. Mais putain, mais oui, les MTV Music Awards 2009. Parce que oui, s'il y a bien un événement marquant dans la musique, c'est bien celui-là. En septembre de cette année-là, lors des MTV Video Music Awards, un incident mémorable se produit. Alors que Lady Gaga, elle, se prépare à vivre la soirée la plus incroyable de sa carrière en remportant 9 prix, 9, dont celui du meilleur clip de l'année pour Poker Face. De l'autre côté, nous avons Taylor Swift, qui fraîchement couronnée d'un award pour You Belong With Me, s'apprête à remercier ses fans sur scène. Quand d'un seul coup, un certain Kanye West débarque sans crier gare. Qu'est-ce que tu fais, Kanye? Kanye, qu'est-ce que tu... Attention, il prend le micro et il dit ça. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Oh yo, wesh. Devant le monde entier là en direct? Très bien. Ça a choqué tout le monde. Hein. Ça a été un énorme malaise et ça a été un énorme buzz.
Cet incident, tout comme les réactions de Kanye et Taylor, va littéralement faire exploser la couverture médiatique de l'événement. Parce que si on met de côté cette histoire, la pauvre, l'année 2009 pour Taylor Swift, elle est bien, elle est même très très bien, hein, parce qu'elle sort en novembre 2008 son second album, Fearless, avec des singles comme You Belong With Me ou Love Story. Des titres qui vont être un énorme succès puisque par exemple Love Story va rester 43 semaines dans le top 100 Billboard. Et en février 2009, ça va devenir le son de country le plus vendu de tous les temps avec 3 millions de téléchargements. 43 semaines dans le top 30 des Billboard quoi. Je pense qu'il faut tenir, hein, faut être fort. Hein. Je pense que le titre, il a dû prendre du Oli ou une connerie comme ça. Vous connaissez pas Oli? Oli, c'est 3 gammes de boissons. Énergie, Iced Tea et hydratation. Avec en plus un choix immense de goûts différents aux arômes naturels. Et il y a tellement moins de sucre que les soft drinks, que vous appelez vous aux États-Unis, que vous consommez tous les jours. Et surtout bien plus responsable écologiquement. Parce que si tu achètes un pot d'Oli, ça équivaut à une 50aine de canettes qui ne terminent pas à la poubelle. Et c'est pas compliqué, hein. Tu mets ta petite dose d'Oli, tu mets de l'eau, tu mélanges avec le shaker, comme ça là, ASMR en plus. Je peux te dire que si tu prends la gamme énergie, mon pote, que ce soit au boulot, pour le sport ou après une nuit difficile où t'as pas dormi, tu vas être en forme parce qu'il n'y a pas de taurine là-dedans. Bah non, non, non. Parce que oui, dans la gamme énergie d'Oli, il y a de la New Caf, plus communément appelée caféine cristallisée, qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Vous voyez, celui-là, c'est la gamme hydratation que j'ai utilisée, noix de coco. Noix de coco, j'étais en mode, noix de coco et tout. Je l'ai goûté, j'étais en mode, ouais. En ça, là je bois ça, en ça, c'est bon. Et en gros, pour être totalement transparent, moi j'ai repris le sport il y a 1 an et demi. Je me suis mis à fond, j'ai perdu 12-13 kilos, je suis beaucoup mieux. Mais il y avait un seul problème que je n'arrivais pas à régler, c'était les sodas. Je consommais énormément de sodas et je savais que c'était pas bon pour moi. Et même si là on est partenaire et j'en fais un promo, ce qui est normal, je consommais avant qu'on soit partenaire Oli et je voyais une différence de zinzin. Et surtout pour moi, gros consommateur de soda, la gamme qui représentait le mieux, c'était Iced Tea. Et je peux vous dire que le Peach Black Tea, je m'en mets plein la gueule et c'est sans sucre et je vois une différence de zinzin. Donc cliquez sur les liens dans la bio ou scannez le code qui apparaît actuellement sur l'écran et bénéficiez d'une réduction sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé, vous avez quand même moins 10% sur toute la boutique. Donc merci énormément Oli qui m'a accompagné durant ces longues journées d'écriture pour faire cette vidéo. Et surtout, merci énormément de soutenir la chaîne. Je vous embrasse, vous êtes les meilleurs. Et donc pour revenir à la pop US et les gros succès de cette année-là, on a par exemple Britney Spears qui revient avec son 6e album, Circus. On y retrouve le son qui a le même nom que l'album, Circus, ou encore Womanizer. Sixième album en 2009, c'est aussi celui de Shakira avec She Wolf. Mais le problème, vous voulez que je sois honnête avec vous, c'est que toutes les artistes que tout le monde connaît de pop des années 2000, elles sortent soit un single, soit un album. On dit des noms au hasard, genre des noms d'artistes des années 2000 qui vous viennent en tête. On commence. Prenons un exemple. Beyoncé, va pour Beyoncé. 2009, c'est I Am Sasha Fierce, son 3e album. Bon, encore une fois, il sort fin 2008, mais il va marquer l'année 2009. Ouais, mais il doit pas être super impactant cet album parce que, ça doit être ça. Tranquille, allez, garde la pêche. Dans cet album, tu y retrouves If I Were a Boy, Sweet Dreams ou Single Ladies. Parce que Single Ladies, c'est quand même numéro 1 en France, en Angleterre, aux USA, enfin un peu partout. Et c'est un clip et une choré devenue mythique, mais c'est pas grave. C'est pas super marquant, comme vous dites. Allez, autre exemple, Riri. Rihanna, on prend Rihanna. Enfin, c'est surtout à cause de l'affaire de violence conjugale avec Chris Brown qu'on entend parler d'elle en février 2009. L'artiste américain agresse violemment Rihanna, sa compagne de l'époque, après une dispute dans une voiture, lui causant des blessures graves.
L'incident est survenu juste avant les Grammy Awards où elle devait ouvrir la cérémonie, mais ça sera naturellement annulé au dernier moment suite à la dispute. Bon, vous en doutez, cette affaire a choqué le monde entier et encore plus ça a été accentué quand les photos sont sorties de Rihanna, on la voit avec la gueule mais tuméfiée. Et c'est pour ça que lorsqu'en novembre 2009 elle sort l'album Rated R, l'album est beaucoup plus sombre et explore des thèmes comme la douleur, la colère, la vengeance et la résilience. Par exemple, des morceaux comme Russian Roulette évoquent le danger et l'anxiété. Tandis que Firebomb et Cold Case Love traitent des relations toxiques et du poids des blessures émotionnelles. Cet événement traumatisant a profondément marqué Rihanna, tant sur le plan personnel que public. Et quand on regarde vraiment, l'album est une sorte d'exutoire. Après, on peut aussi retrouver des sons un petit peu plus cool, qui bougent, moi que j'aime bien, genre par exemple Rude Boy ou Te Amo. Aussi Te Amo, il est super cool. Mention aussi à Miley Cyrus en 2009 qui est encore dans son ère Hannah Montana, même si on sent que c'est la fin, je crois que c'est la saison 4 qui sort, donc c'est la fin d'Hannah Montana, et elle sort surtout Party in USA qui est un énorme tube. On la garde pour une autre année, un petit peu plus tard, 2013, 2014, parce que je pense qu'il y aura un sujet super important sur elle. Et quand je pense à 2009, je sais pas pourquoi, mais je pense à Pink aussi, qui sort selon moi l'un de ses plus gros albums cette année-là. Parce que moi, étant né en 98, je sais que Pink, c'est surtout ma sœur qui était plus vieille et qui écoutait ça dans sa chambre, pendant que d'autres essayaient de jouer à Dragon Ball Budokai 3 tranquillement. Mais quand l'album Funhouse sort en fin 2008, début 2009, et bah là j'ai 10-11 ans, donc je le découvre par moi-même. Et quand il y a des sons genre Sober ou So What qui sortent, je suis en mode, ça c'est banger ça. Il y avait aussi un autre groupe dans les années 2009 qui marchait un petit peu bien et depuis quelques années déjà, c'est les Pussycat Dolls. Je sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens très bien parce que j'étais amoureux de Nicole Scherzinger, la chanteuse. Et quand j'ai vu à l'époque qu'elle était avec Lewis Hamilton, j'avais bien la haine. Surtout parce que moi je regardais la F1 avec mon père le dimanche et que je les voyais genre bord de piste, genre en train d'être « Ah Lewis, Lewis !» Putain. Je crois que c'est Button qui a gagné cette année-là, bah, j'étais bien content d'être pour Button. Hein. Donc en plus de leur album Doll Domination qui voit sortir des singles comme When I Grow Up ou I Hate These Parts, c'est surtout cette année-là que sort un banger, le son J.O. qui est dans la BO officielle du film Slumdog Millionnaire. Et en vrai, il y a tellement d'artistes féminines en 2009 que je pense que le mieux, c'est de faire des mentions honorables pour oublier personne. Donc petite pensée à Cascada avec Evacuate the Dance Floor. On pense aussi à Gossip avec Heavy Cross. Lady A aussi avec Need You Now ou un truc comme ça. Oh le poulet, le poulachos, ce son, franchement même encore aujourd'hui je l'écoute.
ou encore Bulletproof de La Roux. Je pense qu'on a fait le tour côté pop féminine, alors peut-être que j'en ai encore oublié, mais j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet. Car si j'ai dit que l'année 2009 était l'une des plus grandes années pour la musique, après c'est par rapport à moi depuis que je suis né, hein, ça se trouve il y a les années 1972, c'est exceptionnel. Mais par rapport à moi, l'année 2009, c'est l'une des plus grandes années de la musique. Et il y a une raison dans tout ça, enfin surtout un groupe dans tout ça, Black Eyed Peas. The End. Rien que d'en parler, c'est les souvenirs. Je sais pas si c'est que pour moi et je suis fou, mais cet album a vraiment marqué une période de ma vie. Chaque son me rappelle un moment passé, une situation ou un contexte, je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur 5e album. Et les 4 autres avant étaient déjà, bon, exceptionnels. Mais là, c'est 2009. On a vu dans la vidéo en 2007, que j'espère vous avez vu, qu'avec Fergie, après la sortie de l'album Mon Gay Business, le groupe se sépare provisoirement pour que chaque membre du groupe puisse se consacrer à une carrière solo. Et c'est donc comme ça que Fergie sort son premier album solo, The Duchess, tandis que will.i.am sort son 3e album solo. Donc 3 ans après, en 2009, quand ils annoncent qu'ils reviennent avec un nouvel album, tout le monde est comme des zinzins en mode « Ah, ça a été énorme, ça a été retourné Black Eyed Peas !» Parce que personne s'attendait à ce qu'ils reviennent avec un style musical complètement différent des 4 premiers albums. Ah bah là, on n'est pas sur du Black Eyed Peas de 2006. Hein. Ils ont totalement innové avec un style beaucoup plus électro et dansant pour toucher un nouveau public. Et c'est donc en juin 2009 que sort The End, avec comme titre phare I Got a Feeling, produit par David Guetta. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, 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 easy come, easy go, now we on top. Bah, vous connaissez le son, 14 semaines numéro 1 aux États-Unis, et pas que aux États-Unis, hein, dans beaucoup de pays, dans le monde entier. C'est honnêtement pour moi le son de l'année 2009. Ça fait une décennie qu'un titre n'est pas resté aussi longtemps en tête des classements, et iTunes et YouTube voient leur fréquentation exploser, cumulant plus de 20 millions d'exemplaires vendus, et surtout malgré une industrie du disque qui est alors en déclin à cause d'Internet. Hein. Le son rentre dans le Guinness Book des records. Et non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce son dans cet album. J'adore cet album. Il est un peu pas splitté en deux, mais il y a une partie très électro, pop dance qui bouge énormément. Par exemple, Boom Boom Pow, Amabi, du Rock Dead Body. I'ma be on the next level. I'ma be rocking over that bass treble. I'ma be chilling with my mother crew. I'ma be making all them deals you wanna do. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Mais aussi des sons beaucoup plus calmes qui sont personnellement pour moi mes préférés, avec par exemple Meet Me Halfway ou encore Alive. Alive, c'est mon son préféré de l'album, je pense. Est-ce que vous voulez une info drôle sur Meet Me Halfway? Le son était tellement un succès qu'ils le diffusaient genre dans le monde entier toutes les 10 minutes dans une radio. Genre, il n'y avait pas un moment ou alors j'avais que 10 minutes d'écart où il n'y avait pas une radio qui passait le son. Ah, c'est très mal expliqué, mais je pense que vous avez compris. Moi, par exemple, j'ai pas compris à ma phrase. Mais peut-être que vous l'avez compris. Vous voulez un autre fait marquant? Pas de souci. Ils battent le record du plus grand flash mob de tous les temps, avec 20 000 personnes sur le son I Got a Feeling. Pour 2009, c'est stylé. Le son flash mob, enfin le mot flash mob, on l'entend aujourd'hui, ah, c'est chaud. Mais pour l'époque, c'était méga stylé. En tout cas, cet album, il a été extrêmement marquant pour moi. Et il y a des sons comme Alive, Party All the Time ou Missing You qui sont encore dans ma playlist et que j'écoute très souvent. Et ça m'arrive fréquemment de relancer l'album pour, je sais pas, quand je fais le ménage ou quand je suis good mood, en fait, quand j'ai envie de bouger et que je fais un truc, je relance cet album. Et je sais pas si c'est l'effet Black Eyed Peas, mais en 2009, qu'est-ce qu'il y avait des groupes de partout, putain, quand tu vois The Fray. All City. Train. C'était vraiment à la mode, j'ai l'impression. J'avais 2 pépites quand même dans tous ces groupes. C'était All American Reject avec Give You Hell, qui était une dinguerie.
Metro Station, Check It, qui est passé tous les matins, c'était sur Direct 8 ou je sais pas quoi, ou D17 ou je sais pas quoi quand il y avait les clips. Je me rappelle, c'était mon son du collège, il le mettait tous les matins, je prenais mon petit déj et j'allais au collège, et il y avait ce son. On a vu les groupes, on a vu côté féminin, on a vu tout le monde. Il manque les gars Joe. Et qu'est-ce qu'on avait en pop US côté homme? De la merde. Enfin, pas de la merde, mais de la bonne merde. Enfin, pas de la bonne merde. De la merde, on sait que c'est de la merde, mais on aime bien quand même. Comment vous expliquer ça? Pitbull, Florida. Ils étaient déjà là. Voilà, c'est ça. Les gars, c'est les duos légendaires des hits, quoi. C'est les Xavi et Nesta, ils font toujours des trucs de zinzin, ils sont là toutes les années. Donc, est-ce que je dois parler de Pitbull? Allez, on y va. Oh là là, c'est mon côté Mr. 205. Puisque 2009, c'est le prime. Que dis-je? L'excellence, puisqu'il sort Revolution, je sais pas comment on dit, avec ses deux plus gros hits, I Know You Want Me et Hotel Room Service. Alors que de l'autre côté, mon Florida qui vient de Floride, hein. Bah oui, il vient pas du Wisconsin, le gars, sinon il serait appelé Wisconsin. Alors peut-être on va l'enlever cette blague. J'avais dit dans la vidéo en 2012 que son album, c'était le meilleur album qu'il avait fait parce qu'il y avait plein de sons. Mais j'ai écouté 2009, son album, il y a quand même... En fait, c'est les bases de Florida, il y a quand même des sons de zinzin, quoi. Et grosse pensée dans cet album, un son qui est tellement sous-coté. Je pense que c'est... Alors c'est pas ma Madeleine de Proust, il faut doser. Mais j'adore ce son, à chaque fois que je l'entends, je suis comme un ouf. C'est Sugar. Sugar, vous voulez qu'on reste dans le sucre? Eh ben parlons de Jason Derulo. Allez! Ah, je suis bon en transition, sa mère. Bah oui, parce que Jason Derulo, les gars Joe, c'est en 2009, hein, on a oublié. Parce que même si, bon, l'album sort en 2010, il sort déjà 2 singles en 2009. Et pas n'importe lesquels. What You Say et In My Head, Jason Derulo, j'étais fan. Moi, j'étais un grand fan de Jason. What you say, that you only meant well, 'cause you did. What you say, Jason Derulo. Et là, je vois qu'on enchaîne, on est bien, on enchaîne. Iaz. Vous vous rappelez d'Iaz? Le mec, il a fait un son. Personne s'en rappelle du gars. C'est incroyable son son. Les gens l'écoutent encore aujourd'hui. Replay, vous vous en rappelez ou pas? Je suis en train de me rappeler, j'ai parlé de Jason Derulo dans Pop. C'est pas plus R&B Jason Derulo? Bon, après, je sais pas. Après, c'est une très bonne transition pour passer de la pop au rap et R&B. Hein. T'avais pas de transition, là. Ferme ta gueule. Bon, c'est un secret pour personne. En France, le rap a eu des années difficiles. Et en 2009, on est en plein dedans. Mais rassurez-vous, même au niveau des US, ce qui se passe là-bas, bah, c'est une forme de stagnation. C'est en train de stagner là-bas aussi. Et honnêtement, chez nous, ce désintérêt ne s'arrête pas au rap français. Hein. Même le rap américain, c'était pas digne d'intérêt. Ajoutez à ça une crise du disque, qui était encore le moyen principal d'écouter de la musique à l'époque, et vous avez une contraction énorme du volume et la diversité des CD qui se sont vendus. Donc une perte au niveau des nouveautés venues de l'Amérique. En 2009, ça fait plusieurs mois que Spotify est arrivé. Donc là, tous les jeunes vont me dire, bah c'est bon le streaming, on est bien. Bah ouais frère, ça commence juste, dose-toi, laisse le temps que ça se fasse. En 2009, si tu veux du rap, tu regardes sur DT7, t'écoutes Skyrock, ou tu vas à la Fnac pour prendre des albums. Hein. À moins que tu sois un passionné ou que t'aimes un petit peu ça, les sons US et tout, il faudrait que t'ailles chiner des CD, ou alors que t'aies une bonne connexion pour LimeWire pour télécharger des trucs qui sont sortis là-bas. C'est chaud, c'est pas facile du tout. Ce qui nous amène, comme je disais, à une stagnation. Il y a des trucs nouveaux aux États-Unis évidemment, mais chez nous, non. Globalement, tout ce qui peut percer, genre le plafond de verre des radios et des canaux de diffusion traditionnels, il faut des valeurs sûres. En gros, qu'il y ait un nom connu dans les artistes de ton titre. Et donc pour rattraper tout ça, on va faire un tour d'horizon de ce qui est passé inaperçu chez nous, mais pas aux États-Unis. Commençons par Drake. Alors oui, ça fait bizarre quand on sait la star internationale qui est devenue Drake entre-temps, mais en 2009, Drake, pour quasiment tous les francophones, ce n'est personne. Et pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, il commence à se faire connaître grâce à plusieurs mixtapes qui sortent depuis quelques années. Et c'est en 2009 que tout s'accélère, notamment grâce à ce titre.
La chanson est super bien reçue et ça cartonne aux US. Drake, ça devient un type très en vue, très hype comme on dit. Et en vrai, il fit même avec Eminem, Kanye et Lil Wayne sur un son qui est complètement passé inaperçu chez nous, Forever. Et l'année continue bien pour lui puisqu'il signe chez Young Money, le très populaire label de Lil Wayne aux États-Unis. Et d'ailleurs, Young Money et les artistes de Young Money en France, eh ben on les connaît pas non plus les gars. Déjà Lil Wayne, on le connaissait à l'époque, mais de loin quand même. Donc les types de son label qui commencent à sortir leur projet, comme Drake par exemple, autant vous dire qu'on les connaissait pas en France. Hein. Même chose pour la trap qui peine à s'imposer en France alors qu'elle est en pleine expansion outre-Atlantique. Parce que pour nous en France la trap c'est quoi, 2013, 2014, c'est Hors Noir, c'est Caris, c'est un petit peu tous les gars qui arrivent, Gradure, tout ça. Bah, ça commence en 2009 aux States. Hein. Petite exception pour T.I. puisqu'il y a tout de même un feat avec Rihanna qui était arrivé jusqu'à chez nous. Après, je pense que ce son, s'il arrive en France, c'est pour deux choses. Parce qu'il y a Rihanna dans le son, et que Rihanna, c'était quand même bien vu en France et que ça passait un petit peu sur les radios. Et surtout que c'était la BO de Very Bad Trip. Et petit fun fact que vous avez dû entendre, mais je préfère le rappeler, il y a le son Ozone. Brest, Bestache, Noma, Nomaye. Ça, et quand elle fait Maria, c'est dans le son de... Je pense que vous le saviez. Mais lundi, peut-être qu'au boulot, vous allez en raconter à vos collègues et ils vont être en mode « C'est pas vrai. Ah, t'es vraiment l'une des personnes les plus importantes de la boîte, je te kiffe, toi. » Je pense pas. Mais on sait jamais. Dans le registre R&B, on a aussi, ou plutôt nous, on n'a pas, Keri Hilson. Et pourtant, c'est l'année de la consécration pour cette artiste qui était dans l'ombre jusqu'ici. Elle a longtemps accompagné des méga stars dans leur processus créatif. Gimme More de Britney Spears, par exemple, c'est elle qui fait la démo avant que la chanteuse récupère le titre. En 2007, elle commence à se faire un nom puisqu'en fait, Keri Hilson, vous devez connaître par rapport au son avec Timbaland, je sais pas comment on le dit, mais vous connaissez le son. Mais le problème, c'est que Timbaland, c'est son album, il prend toute la lumière. Mais on la découvre et le son est un pur banger. Et donc on arrive en 2009, l'album il sort, les sons ils sortent, et c'est un carton, sauf chez nous. Et pourtant c'est un carton grâce à ce son par exemple. Et à un moment, dans le clip, il y a Kanye qui tombe en arrière et qui se brise comme une glace. Alors peut-être, comme vous n'aviez pas vu le clip et que vous ne connaissez pas, faites ce que vous voulez de l'info, je voulais passer, je me suis dit, oh, je suis malheureux moi dans ma vie, qu'est-ce que vous voulez? Et alors le prochain artiste, je ne comprends pas, par contre là pour le coup, pourquoi il ne s'est pas imposé en France. Moi j'étais fan de lui. Alors c'est pas un gros nom, mais je pense que vous devez connaître, et encore aujourd'hui, je sais pas s'il a quand même fait des featuring avec des artistes et tout, il y a des sons que je pense marquants, mais je parle de Rick Ross. Alors aux US, en 2009, c'est à la fois son année, et pas son année du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une année où il est omniprésent. Déjà, il y a une embrouille, un beef, comme on dit, avec 50, qui va prendre des proportions démesurées. Bon, si c'est Rick Ross qui commence les hostilités, notamment dans cette chanson, et bah c'est bien 50 qui va faire escalader leur duel jusqu'à des sommités d'indécence. Et vas-y que je me filme avec ton ex en train de lui acheter un manteau super cher, et vas-y que je leak des vidéos un peu de Rick Ross. Oh les gars, merde, et l'amour dans tout ça, l'amour. Et c'est que le début, hein, parce que ce qui va finir l'image de Rick Ross en 2009, c'est un média qui publie des photos de lui en maton, enfin en garde de prison en fait. Et pour un mec qui se vend en tant que grand mec de la mafia, vendeur de drogue et tout, là c'est pas cool. Ça c'est pas l'image, non. Je sais pas si vous pouvez comprendre un peu le truc, c'est pas dingo de ouf. Alors Rick Ross dans tout ça, il doit laver son honneur sur 2 tableaux. Et en vrai il répond magistralement sur son album. Hein. Déjà il envoie salve sur salve, bombe sur bombe à propos de 50. Et ce qui est cool c'est que Ross va ramener le duel sur le champ musical. Ce qui dans cette histoire, vu ce qu'a fait 50, déjà je vous rappelle qu'il a leaké une sextape de Rick Ross. Rick Ross passe pour le mec réglo, le mec en mode je suis un artiste, moi je règle ça avec la musique en espagnol. Pour ceux qui ont fait LV2 espagnol. Moi je
je l'ai fait. M'emmenez pas à Valence ou je sais pas où en Espagne, je ne sais pas parler espagnol. 4 ans ou 5 ans de perdu. L'album qui est très attendu est super bien accueilli par la critique. Et commercialement, bah, c'est un succès. Et là c'est beau parce que Rick Ross il commence sa remontada après avoir été mis plus bactère quelques mois plus tôt. Bon, assez parlé des trucs qu'on n'a pas entendus qui ont percé aux États-Unis. Pourquoi je prends l'accent québécois? Mais qui sont arrivés jusqu'en France. Là il y a des artistes américains, rap, R&B, qui sont arrivés jusqu'en France. En France comme aux US, on est en plein dans la période autotune. D'abord popularisé par T-Pain aux États-Unis, le logiciel de modification de voix est ensuite importé chez nous par notre Boobix, notre B2O d'amour. T-Pain en 2009, il est partout. Mais il est surtout en soirée quand même. Parce que quand tu vois le nom des titres... Bref, en 2009, ça fait déjà quelques années que tout le monde surfe sur cette vague. Tout le monde? Vraiment? Non. Il y en a un irréductible new-yorkais qui n'utilise pas, lui, d'autotune, qui reste un vrai mec de l'époque. Je sais pas quoi dire, Jay-Z en gros. Bon, pas besoin de le présenter, que ce soit 2004 ou 2009, Jay-Z, c'est déjà une légende. Et rappelez-vous de ce que je disais au début, c'est une valeur sûre, donc il est diffusé chez nous. Mais aussi parce qu'en 2009, il clôture une trilogie mythique avec The Blueprint 3. Ce disque, c'est un vrai tapis rouge pour le gratin des producteurs des années 2000. Neptunes, Timbaland, Kanye. Côté featuring, on retrouve Rihanna, Drake, J. Cole et même un petit nouveau qui va exploser après. Spoiler, on en parle dans 2 minutes, je finis avec Blueprint, vous avez compris. Mais en gros, Blueprint 3, avec tout ce que je vous ai annoncé, c'est impossible que ça ne marche pas. Parlons d'abord de Run This Town. Avec ce morceau, Jay-Z, il pose les bases. On sait qu'il est toujours au sommet et il compte bien le rester. Il sait bien s'entourer parce qu'il prend Rihanna, comme d'habitude, impériale sur le refrain, et Kanye qui nous rappelle pourquoi c'était l'un des meilleurs à l'époque. Et la prod, ultra sombre, avec une vibe presque militaire. Mais c'est pas juste avec un titre comme Run This Town que Jay-Z voulait frapper fort. Non. Il avait une mission avec cet album. Ramener le vrai rap. Pas le rap chantonné à la sauce R&B et tout, pas l'autotune qui transforme ta voix, je sais pas quoi. Ici, c'est le vrai rap, mon pote. Et comment il a fait? Tout simple. Un couplet rappé et le refrain, c'est une voix soul, une belle voix et tout. On parle de quoi? Des États-Unis. On aime les États-Unis. Nanana. Ça fait quoi? Le meilleur son de... Ah, est-ce que c'est le meilleur son de 2009? Ah ouais, je sais pas. Parce qu'on parle quand même de I Got a Feeling. On l'entend encore aujourd'hui beaucoup, quoi. En fait, dès que tu vas aux États-Unis, que tu vas à New York, tu l'entends. Vous avez compris, je pense le son. C'est là qu'arrive le sommet de l'album, Empire State of Mind. Ce titre, c'est du génie pur. Jay-Z rend un hommage à New York avec un morceau tellement évocateur que tu fermes les yeux en l'écoutant. Et bam, t'es à Manhattan. Ah bon, c'est pas vraiment de la magie. Déjà, il y a Alicia Keys qui répète New York 5 fois par refrain. Et ensuite, Jay-Z il se lâche pour faire du name dropping XXL sur les artistes, les lieux, les événements. Enfin, New York c'est exceptionnel, New York c'est grand, ouais, t'as tout compris. On est presque à 2 doigts du clip promotionnel pour une agence de tourisme sur New York. En vrai, le clip, il a énormément appuyé l'immersion. Des plans aériens, des photos des lieux iconiques de la ville, Alicia Keys au piano en plein Times Square. Franchement, ça te donne envie de prendre un billet, de claquer toutes tes économies, de devenir vendeur de hot dog à Times Square, rue 47 Kennedy, Roundtown. Ça n'existe pas, bah, vous, vous doutez bien que ça n'existe pas. Mais si j'ai envie de me barrer, quoi, j'ai envie d'aller à New York et vivre le rêve américain, merde. Et avec cet album, bah, Jay-Z prouve juste qu'il n'a pas besoin d'être dans les tendances pour être au sommet en gros. Il impose son style, il regroupe tout ce que le hip-hop new-yorkais peut faire et surtout, bah, il montre que c'est lui le patron, quoi. Et je vous ai dit qu'il y avait un petit jeune dans son album là qui allait péter et tout. J'ai dit spoiler, on en parle dans 2 minutes. Je sais pas si ça fait 2 minutes, peut-être que j'ai un petit peu plus parlé. Bon, vous voulez pas, on y va tout de suite. Kid Cudi, 2009. Parce que oui, à l'image de Drake, c'est clairement le rappeur qui monte en 2009. Mais il arrive avec un style un peu différent, un peu plus expérimental. D'abord, petit point sur la France. Comment est-ce qu'on découvre Kid Cudi chez nous? Eh bien encore une fois, il faut compter sur des valeurs sûres puisqu'on s'intéresse à la nouveauté. Et cette fois, ces valeurs sûres, c'est un remix électro et David Guetta, qui vont ensemble aussi, mais là c'est séparé. Il y a un remix électro et il y a David Guetta. Commençons par le remix. En 2008, Kid Cudi sort Day and Night. Aux États-Unis, va savoir pourquoi, le son passe un peu sous les radars. Mais quelques mois plus tard, un duo de DJ italiens, The Crookers, récupère le son, le remix, et ça donne ça.
Et le clip, bah alors là, on part dans l'outrancier. Une ou plusieurs filles qui font des lap dance devant des packs de lessive dans un supermarché. Bah autant te dire que ça va vite attirer l'œil du public, ça. Bah, ça reste des hommes, hein. Puis vient la collab avec David Guetta, Memories. J'étais en 4e, j'avais un Nokia mode un peu Blackberry et on s'envoyait le son. Il y en avait un pélo qui avait payé 4 € pour avoir en sonnerie Memories. Et je l'écoutais en boucle, ça durait 1 minute et je l'écoutais en boucle. Ce son était exceptionnel pour l'époque. Et vraiment, ce son, il était vraiment taillé pour les boîtes de nuit. Et surtout que c'est là où Kid Cudi s'éloigne encore plus de son univers rap, hein, pour se fondre dans une vibe vraiment électro. Et ce qui est drôle, c'est qu'il débarque en France avec ce style un peu rappeur-clubber, qui n'est pas du tout son style de base, hein. Mais on prend. Bad buzz, good buzz, ça reste du buzz, hein, comme on dit la team. Hein. Par contre, aux États-Unis, c'est notre histoire. Là-bas, Kid Cudi balance 2 autres singles qui montrent vraiment qui il est. I Make Her Say et Pursuit of Happiness. I make it say, Ces sons, ils passent complètement inaperçus chez nous. Pas parce qu'il n'y a pas David Guetta qui est passé derrière, mais alors, nous, on n'a pas le gros bonheur de toute façon. C'est un peu paradoxal parce que Kid Cudi, c'est tout l'inverse de Jay-Z, dont il est pourtant l'invité cette même année. Hein. Mais là où Jay veut ramener un rap chimiquement pur, Cudi, lui, il mélange tout, la pop, l'électro, le rock, le psyché. Alors, pas d'autotune, hein, par contre, mais des influences musicales complètement inhabituelles. Un peu comme le Kanye de l'époque, avec qui il partage cette envie de sortir le rap de ses cases habituelles. Prenons I Make Her Say. Ici, utilise un sample assez improbable. Lady Gaga avec son morceau Poker Face. Déjà, sampler un son aussi récent, qui est sorti la même année, et aussi identifié, c'est très risqué. Mais Cudi, il en fait un son très minimaliste, très joyeux, très pop. C'est le son qui te rentre dans la tête dès la première écoute. Ah, ouais. Et puis passons à Pursuit of Happiness, qui, je pense, vous connaissez, dû au remix qui est sorti en 2012 avec Project X. Quand le film est sorti, il y a eu un remix, mais moi, je vous parle de l'original, qui est vraiment pépite. Kid Cudi, là-dedans, il parle de ses démons, ses angoisses existentielles, ses terreurs nocturnes, et d'une quête désespérée au bonheur à travers la fête. Et le motif principal, distordu et répétitif, qui crée une sensation de flou super efficace. En gros, un vrai classique, quoi. Mais après cette vague d'expérimentation signée Kid Cudi, passons à un truc un petit peu plus populaire, un truc un petit peu plus sensuel, du R&B, quoi. C'est ça aussi qu'on aime, merde. Ah putain, 2009. Cette époque où le R&B était partout. T'en avais sur MTV Base, même dans les sonneries de portable. Les clips défilaient en boucle avec des lumières tamisées, des chorégraphies ultra stylées. Bien sûr, hein, l'autotune qui donnait ce petit truc un petit peu futuriste. Hein. Enfin, futuriste pour l'époque, hein, on se comprend. Et niveau paroles, on naviguait entre amour passionné, drague et déclaration, quelquefois très directes. Prenons par exemple Neyo et son Miss Independent. Là, on est dans le romantisme chic. Le gars, il chante les louanges d'une femme indépendante et accomplie. Un peu comme s'il écrivait une lettre d'amour à Beyoncé avant l'heure. Pas de bling bling, pas d'effet tape à l'œil, juste sa voix, veloutée comme jamais. Et un morceau qui réussit en plus à être classe et catchy à la fois. Et puis on avait Jay Sean, je sais plus comment on disait, britannique, qui venait de débarquer avec 2 sons, dont un que j'adorais, Down et Do You Remember. Alors, soyons honnêtes, ces clips, c'est du grand n'importe quoi. Dans Down, il chante pour sa crush dans un club, et puis d'un coup, t'as une foule entière derrière qui se met à le suivre dans sa choré, comme si on était dans High School Musical. Enfin, rien à comprendre. Et c'est peut-être ça qui a marché, le fait que tu regardes le clip, t'en dis je comprends rien, et que le son rentre dans ta tête et que tu kiffes. Après, le son est incroyable. Moi, je l'adorais. Hein. Sur mon MP3, je l'avais. Baby, are you down, 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 down. C'était bien. Franchement, c'était une très bonne époque. Bon, on arrive au cul. Là, c'est le cul. Là, ça va. Là, on oublie la grande poésie et les grandes déclarations d'amour. Hein. Jeremiah, il est cash. Il n'y a pas de cadeau, c'est juste un moment sous la couette pour fêter ton anniversaire. Il y a 2 choix pour découvrir ce son. Soit t'es dans la voiture avec tes parents et t'es en mode « Oh, ben je sais pas où mettre ».
soit t'es avec tes potes et tu rigoles parce que c'est gênant, mais dans l'autre sens. T'es en mode, oh, qu'est-ce qu'il est lourd ce garçon. Et en 2009, le R&B c'est ça, c'est des sons fun, avec de la sensualité, mais qui te faisaient danser. Moi, il me faisait kiffer. Honnêtement, les sons de R&B 2009, ils me faisaient kiffer sa mère. Donc c'est la fin de cette vidéo, enfin la première partie, comme je vous ai expliqué, on tente quelque chose, on essaye de le splitter en deux, qu'on fasse une partie 1, une partie 2, à voir ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si déjà vous pensez que ça peut être mieux ou pas, comme ça après nous on voit, et si ça vous plaît pas, on repart sur des vidéos de 2 heures, hein, on s'en fout, c'est juste qu'on teste, on est au début de la chaîne, on teste. Encore une fois, merci pour toutes les stats des vidéos, tous les likes, tous les commentaires, n'hésitez pas à commenter, à donner de la force, parce que c'est comme ça qu'en fait, avec le reach, on peut être mis en avant, et n'hésitez pas à vous abonner, surtout les loulous aussi, il y a plein de vidéos qui sortent, on est sur un bon rythme, je suis super content de cette chaîne, il y a plein de trucs qui arrivent, au niveau du contenu, je trouve ça super quali, et je suis trop fier de pouvoir produire ça, et que vous puissiez voir ça, donc il y a plein de choses qui arrivent encore. Et donc la deuxième partie de la vidéo arrivera avant Noël, promis, ça va être rapidos. Je vous fais des gros bisous, et on se retrouve pour la deuxième partie. C'est ciao.